Je pense que les êtres humains sont bons, puis sont foncièrement généreux. Par contre, à travers mon projet des Princes, j'ai réalisé que ceux qui passent à l'action sont assez rares. Mais on dirait qu'avant de commencer ce projet-là, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup plus de monde qui passait de l'idée à l'action. Parce que c'est normal, je veux dire, on a toujours été encadrés. Depuis qu'on est petit, on fait partie un peu d'un groupe, puis on suit, puis on est encadré, puis... Fait que, tu sais, je me suis rendu compte que souvent, beaucoup de monde qui lancent des idées, qui ont plein d'idées pour changer le monde, mais les gens qui vont le faire sont assez rares. Tu es le nouveau Rockefeller, un philanthrope. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils veulent changer le monde. Quelle drôle d'idée. Dans un esprit philanthropique. Vous pouvez répéter? Philanthropique. Philanthropique. Je te donne un peu de pognon. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh bien, je leur réponds très simplement, je leur dis « C'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. » S'emparer d'un mot qui porte l'amour de l'humanité comme message, en saisir tout le sens et la complexité en toute simplicité, découvrir des hommes et des femmes qui s'engagent, écouter leurs histoires et enchanter le monde avec authenticité. Bienvenue dans Philanthropio, le premier podcast francophone qui raconte la philanthropie et dans lequel je vais à la rencontre de ceux qui la font. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un projet au carrefour du sport, du girl power et de l'action humanitaire de Montréal à Calcutta. Pour ce 5e portrait de notre première saison consacrée au nouveau visage de la philanthropie au Québec, j'ai rencontré la Reine des Princes, une ligue de balle-molle féminine qui n'a rien de la ligue de garage, mais tout d'un mouvement à impact positif. Des filles sérieuses qui ne se prennent pas au sérieux, qui se font du bien et qui font du bien, il n'en fallait pas moins pour alimenter les ondes de Philanthropio. Je suis Charlène Petit et je reçois Léa Vincent, la fondatrice des Princes. Bonjour Léa Vincent. Bonjour! Bienvenue sur les ondes de Philanthropio. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invitée. Alors, je vais te présenter brièvement. En 2015, tu as fondé Les Princes, une ligue de balle-molle féminine qui amasse des fonds chaque saison pour différentes causes. Tu as obtenu un baccalauréat en marketing et un DESS en gestion à HEC Montréal. Tu sièges au conseil d'administration de FIActive depuis 2017. Et en 2016, tu as fait partie du top 30 des moins de 30 ans d'Infopresse. Tu te décris comme une fille de relations publiques avec une vibe de travailleuse sociale et j'ajouterais humanitaire, mais ça on va y revenir un petit peu plus tard. Alors pour démarrer un petit peu cette entrevue, j'aimerais qu'on parle un petit peu de toi, Léa Vincent, de tes influences, de ce qui a fait la personne que tu es aujourd'hui. Quand tu étais plus jeune, tu voulais travailler pour Vision Mondiale, une organisation de solidarité internationale qui lutte contre toutes les formes de pauvreté et d'injustice. Qu'est-ce qui t'a fait prendre d'autres chemins? Quand j'étais plus jeune, oui, j'ai voulu faire ça, mais j'ai aussi voulu faire plein de choses, genre policière, chanteuse... et actrice. Fait que c'était pas déjà extrêmement clair, mon parcours. Puis c'est aussi, ça a donné le ton un petit peu pour l'avenir, dans le sens que il y a plein de choses que j'aime. J'ai un petit peu de la misère à mettre mes œufs dans le même panier. Chose certaine, j'ai toujours eu envie de changer le monde, d'aider les autres. Fait que ça, c'était un point qui restait. Après ça, comment j'en suis aboutie à étudier en communication marketing? Je pense que la vie puis les expériences m'ont menée là. J'ai aussi réalisé que je n'avais pas les aptitudes pour être policière, ni chanteuse, ni actrice, mais qu'éventuellement, en étudiant en communication, j'allais peut-être pouvoir changer le monde. OK. C'est un peu ça l'idée. On va dire une slasheuse multipotentielle qui avait le désir de changer le monde, quoi. Oui. Alors, on va parler de ton bébé, le projet des Princes. D'où est venue cette idée de créer une ligue féminine philanthrope? Le projet a vraiment évolué quand même. Au départ, je ne savais pas que ça allait être une ligue philanthropique. Au départ, j'avais envie de créer un mouvement féminin. Donc,
c'était plus ça, la force sociale du projet. C'était vraiment un mouvement féminin dont toutes les filles pouvaient faire partie, donc vraiment inclusif, puis qui touchait le sport, mais qui permettait à des filles qui n'ont jamais fait de sport, qui pensent qu'ils n'ont pas nécessairement la forme physique ou qui n'ont jamais eu l'opportunité d'en faire, bien, de pouvoir en faire. Puis la balle molle, moi, j'avais jamais joué, mais ça me paraissait vraiment comme un sport qui était accessible et qui avait l'air le fun. Fait qu'on est vraiment parti de zéro. Je suis vraiment partie de zéro à créer un groupe Facebook puis d'inviter les filles que je connaissais dans mon entourage. Au début, on était 20, puis on savait pas jouer personne. Puis, je veux dire, on a des vidéos puis des photos du début de la ligue. C'est vraiment une blague, tu sais, mais c'est le fun parce que quand on regarde ça, tu vois vraiment à quel point tu peux partir de rien, tu sais. Je veux dire, on savait rien faire. Donc, vous avez tout appris sur le terrain. On a tout appris. Je veux dire... Même pas de coach. Je savais pas tenir un bâton. Tu sais, la première saison, là, c'était n'importe quoi. Mais le mouvement féminin se faisait déjà sentir. La force de groupe, l'entraide, tout ça, toutes les valeurs qui font maintenant partie des Princes se faisaient déjà sentir. Puis, à la fin de l'été 2015, donc la première saison, où est-ce qu'on savait pas encore jouer, je me suis dit, on va faire un tournoi. Pourquoi on n'amasserait pas des fonds pour une cause? Ça avait été le Chaînon la première année, puis on avait amassé quand même 2500 $, ce qui à ce moment-là nous paraissait vraiment beaucoup pour nous, pour une petite ligue de garage qui ne sait pas jouer. Mais fait que ça a vraiment donné le ton, puis ça a super bien été. Puis là, j'ai fait, OK, là, quand je suis arrivée pour la saison 2, j'ai fait, OK, là, ça sera plus un projet juste de même. Ça va être un projet sérieux, puis je vais mettre le cœur dedans, je vais mettre les efforts dedans, puis je vais le faire grossir, puis je vais lui donner une mission claire par rapport à la philanthropie. OK. Fait que ça s'est fait assez organiquement, en fait, ce penchant-là. Et pourquoi avoir choisi de s'appeler les Princes? C'est une question qu'on se fait souvent demander. Tu sais, c'est le fun parce que ça fait vraiment jaser les gens. Puis c'était pas mal pour ça, au départ. C'est vraiment niaiseux, tu sais. Au départ, c'était vraiment comme un peu une blague. Tu sais, ma meilleure amie, Maude, elle nous appelle un peu comme ça, ses amies de filles. Elle nous appelait les Princes, les Princes. « Ah, mon beau prince! » À ce moment-là, c'était comme... On rigolait avec ça. Fait qu'on s'est dit, pourquoi on n'appellerait pas ça les Princes? Puis après, j'ai fait, c'est le fun parce que ça fait jaser les gens. C'est pas... effectivement, on a pris un nom masculin pour une ligue de filles. Puis c'est beau, je trouve ça le fun. Je trouve que ça fait un petit pied de nez aux princesses. Et au principe de genre aussi? Oui, c'est ça. Puis, tu sais, mais honnêtement, au départ, il n'y avait pas tant toute cette idée-là là, de faire vraiment un gros pied de nez au principe de genre et tout. C'était vraiment pour rigoler, puis parce que je trouvais ça le fun, puis c'est tout. C'est assez simple. C'est vraiment niaiseux. Alors, la Ligue est passée de 25 joueuses à 90 en 3 ans. Pour la saison 2019, vous avez reçu plus de 400 candidatures pour seulement 15 places. Comment entre-t-on dans la Ligue des Princes? Pour entrer dans la Ligue des Princes, en fait, il faut envoyer une vidéo. Bien, au départ, c'était pas comme ça, là. Au départ, les filles remplissaient un formulaire. Maintenant, il faut remplir un formulaire et faire une vidéo. Le but de faire ça, c'est pas pour mettre les filles dans une grande vulnérabilité, mais c'est un petit peu pour écrémer qui veut vraiment, qui... Tu sais, je comprends que c'est super gênant à faire, mais comme quand tu veux vraiment quelque chose, tu le fais, puis tu sors de ta zone de confort, puis tu fais une courte vidéo qui a aucunement besoin d'être professionnelle, là. Tu peux faire ça avec ton cell. Nous, ce qu'on veut voir, c'est vraiment le contenu, qu'est-ce que la fille a à dire, puis voir si elle est prête à relever le défi de faire une vidéo, puis de nous l'envoyer. Puis c'est vraiment pour ça. Puis c'est sûr que sinon, on en recevrait 800. Mm-hmm. Puis là, on en reçoit 500, mettons. Fait que ça aide un peu. Puis c'est le fun aussi, tu sais, de voir une fille en vrai nous expliquer ses motivations pour faire partie de la Ligue. Parce que, tu sais, effectivement, des ligues féminines, il y en a plusieurs à Montréal. Là, on n'est vraiment pas révolutionnaire. On n'est pas la seule. Par contre, une ligue comme celle-ci, qui va au-delà du sport, là, ça va vraiment au-delà de la balle molle. C'est vraiment un mouvement sociétal. Faut avoir des motivations qui vont au-delà de jouer à la balle. Fait que c'est pour ça que c'est important d'avoir une vidéo. Puis c'est comme ça. Puis après ça,
un groupe d'environ 15 personnes dans la gestion, puis dans les capitaines. Puis on regarde les vidéos ensemble, puis on essaye de choisir des filles différentes qui nous accrochent avec ce qu'ils ont à dire. Mais bien sûr, on aura envie de prendre tout le monde, mais c'est pas possible. Et une fois qu'on rentre dans la ligue, est-ce qu'il y a un maximum de saisons auxquelles on peut participer? Est-ce qu'il y a une rotation qui s'installe? Il n'y a pas un maximum. Une fois rentré dans la ligue, tu fais partie de la famille des princes, tu es là. Mais tu sais, il y a une rotation naturelle qui se fait dans le sens qu'il y a des filles, des filles qui sont à peu près entre 25 et 40 ans. Fait que c'est sûr qu'il y a des filles qui tombent enceintes, il y a des filles qui déménagent ailleurs, il y a des filles que ça donne que ils ont des étés qui voyagent ou qui peuvent plus être disponibles parce que ça demande quand même un peu de temps d'implication. Fait que ça se fait assez naturellement. C'est pour ça que chaque année, ça nous permet d'avoir un roulement d'environ 20 personnes puis amener des nouvelles. Puis moi, c'est super important pour moi qu'il y ait des nouvelles filles. Ça amène un vent de fraîcheur puis ça permet à d'autres filles de vivre l'expérience aussi. Fait que... OK. Au total, depuis 2015, vous avez amassé plus de 100 000 $ au profit de causes qui touchent les femmes. Comment cet argent est amassé? Par la vente de billets exclusivement? Ça s'amasse beaucoup avec la vente de billets. On se rend compte que c'est vraiment la majeure partie de l'argent qu'on amasse. En fait, comment ça fonctionne, c'est que c'est un peu un défi pour chaque joueuse. Chaque saison, les filles ont 10 billets à vendre pour le tournoi caritatif. Il y a des filles qui s'impliquent vraiment tout au long de l'année. Il y a des filles que c'est pas mal leur seule implication, puis c'est correct dans la ligue. C'est de vendre ces billets-là, c'est 10 billets à 20 $. Puis, au nombre de filles qu'on est, ça nous permet non seulement d'être sûr d'avoir beaucoup de gens à notre tournoi, mais de commencer notre tournoi puis d'avoir déjà un objectif super élevé. Puis après ça, on va chercher des commandites, puis on vend de la bière, on vend des breuvages au tournoi. Donc, cette année, on est allé chercher 27 500 $ à notre tournoi. Donc, depuis la première année, ça a comme augmenté de 25 000 $. Ça, c'est votre plus gros montant amassé dans l'histoire des princes. Chaque année, on amasse de plus en plus de sous. Quels organismes avez-vous soutenus jusqu'à présent? On a soutenu plusieurs organismes. On a soutenu le Chaînon, Anorexie Boulimie Québec, Suicide Action Montréal, qu'on a soutenu plusieurs fois. Les CALAC, qui sont les centres d'aide et de lutte contre les agressions sexuelles. Le Book humanitaire, avec qui on est parti à Calcutta et qui s'implique aussi partout au Québec. Et cette année, c'était pour la Maison Passage, donc qui est une maison d'insertion sociale pour les jeunes femmes entre 18 et 30 ans. Comment vous les choisissez? Dans le fond, moi, j'essaie de choisir des organismes qui n'ont pas une grosse structure administrative, parce que je préfère ça pour faire des événements, puis je sais que pour eux, ça va faire vraiment une grosse différence. Fait que j'essaie de choisir des plus petits organismes qui ne sont pas habitués de recevoir des dons importants. Puis des organismes qui agissent concrètement, puis que les actions qu'ils prennent, on peut peut-être les aider au-delà aussi de faire un don. Tu sais, par exemple, avec la Maison Passage, cette année, non seulement on leur a offert un don, mais un don financier, mais on a aussi visité la maison, et on a amené plein de dons matériels, vêtements, produits d'hygiène, des cadeaux, plein de choses. Fait qu'on voulait s'impliquer à plusieurs niveaux, puis au cours de l'année, on veut faire des activités avec elle aussi. Fait qu'on veut faire vraiment une implication qui va au-delà de juste donner des sous. Puis c'est pas tous les organismes qui permettent de faire ça, puis qui sont contents de recevoir ça. Je veux dire, j'enlève rien aux gros organismes comme Centraide, Oxfam, la Société du cancer du sein, mais je veux dire, c'est quasiment des industries. L'Action des princes, ils vont être contents, mais ça changera pas grand-chose pour eux. Puis j'aime ça être proche aussi des fondateurs, puis qu'on garde un contact, puis tout. Fait que c'est comme ça. Puis il y a aussi des organismes qui touchent les femmes, les jeunes femmes. C'est sûr que c'est dans notre mission. Et donc, est-ce que c'est votre comité de 15 capitaines d'équipe qui choisit? Comment ça fonctionne? C'est que moi, je vais soulever 3 organismes. OK. Puis les filles vont voter. Pas juste le comité, toutes les filles de la Ligue vont voter. C'est ça. Donc, c'est un processus démocratique. Ouais. Est-ce que ce choix peut être directement lié à l'expérience de vie des joueuses? Oui.
ben c'est arrivé quelques fois, là. Je veux dire, Suicide Action Montréal, par exemple, tu sais, on avait fait une vidéo promotionnelle pour notre tournoi où est-ce que des filles de la Ligue témoignaient. Puis oui, ça a touché des filles directement par des membres de leur famille ou des amis. Donc, elles ont partagé ça. Puis je trouve que ça engage d'autant plus les filles à s'impliquer puis les gens de voir que ben, ça touche concrètement les gens qui nous entourent. Anorexie, boulimie Québec aussi. Un peu toutes les causes viennent toucher des filles plus personnellement dans leur vie. Puis, ben ça, des fois, elles ont envie d'en parler publiquement. Des fois, non. Puis c'est correct aussi. Puis elles nous en parlent. On en parle juste entre nous. Mais c'est sûr que c'est le fun quand ça vient toucher quelqu'un. D'une manière générale, c'est quoi l'impact des princes dans la vie personnelle de chacune d'entre vous? Je pense que l'impact des princes est assez différent dans la vie personnelle de chacune. Mais, règle générale, ça t'amène beaucoup, beaucoup de nouvelles amies. Un sentiment familial, de protection, l'excitation d'apprendre un nouveau sport, puis d'avoir confiance en soi à cause de ça, puis aussi de se faire encourager constamment par les filles de la Ligue. Ça t'amène un réseau professionnel aussi. Ça t'amène vraiment beaucoup de choses. Je pense que ça amène vraiment beaucoup de choses aux filles de la Ligue. Il y a des filles pour qui ça a vraiment changé la vie drastiquement, que ça a vraiment changé leur estime d'elles-mêmes, puis que c'est venu chercher vraiment leur valeur profonde, puis c'est venu les changer. Il y a des filles pour qui c'était plus pour des petits aspects de leur vie, mais ça touche tout le monde. Ça change la vie de tout le monde, je pense. Après avoir pris la forme d'une web-série en 2017, Les Princes sont devenus une série documentaire télévisée sur les ondes de TV5. En octobre 2018, 16 membres des Princes ont quitté le terrain du Parc Laurier pour transmettre les valeurs de la sororité à des petites filles de Calcutta, le temps d'une mission humanitaire de 2 semaines. Les Princes à Calcutta étaient nés. Comment est arrivée cette opportunité? Encore une fois, ça s'est fait assez naturellement, mais lentement. Moi, j'avais vu Rachel Lapierre, qui est la fondatrice du Book Humanitaire, qui est l'organisme avec qui on est parti à Calcutta. Rachel s'implique partout au Québec avec le Book Humanitaire, mais organise aussi des missions au Sénégal, puis à Calcutta. Plusieurs missions par année. C'est une femme extrêmement engagée. Elle a un organisme qui n'a aucun frais administratif, ce qui veut dire que tout l'argent amassé et toutes ses missions, en fait, elle se prend aucun argent pour faire rouler l'organisme. Donc, tout est consacré aux dons. Quand je l'ai entendu en parler à l'émission Tout le monde en parle, j'ai vraiment accroché sur son profil puis son organisme. Je l'ai contacté tout de suite, j'ai écrit un courriel, puis j'ai fait « OK, j'aimerais ça qu'on fasse un projet ensemble ». J'avais le goût qu'on parte ailleurs avec les Princes, mais là, j'ai mis le doigt sur la personne avec qui je voulais partir, puis j'ai écrit le soir même. Elle m'a répondu le lendemain. Puis 2 mois plus tard, je partais à Calcutta toute seule, dans un premier temps. J'étais allée faire une première mission toute seule pour voir comment c'était. Puis en revenant, j'en ai parlé aux filles, puis les filles sont embarquées. Tu peux peut-être rapidement nous raconter l'histoire de Rachel, parce que c'est quand même assez particulier. Rachel, je crois qu'elle a gagné à une loterie à vie. Oui. Dans le fond, Rachel Lapierre, la fondatrice du Book Humanitaire, elle a gagné à la loterie gagnant à vie. Mm-hmm. Donc, c'est 1 000 $ par semaine à vie. Donc, c'est pas non plus un montant complètement fou, là. Je veux dire, c'est un salaire annuel régulier, là. Mais elle, dans le fond, elle était infirmière. Elle travaillait comme infirmière, puis quand elle a gagné, elle a décidé de se concentrer 100% au bénévolat, puis à son projet qu'elle avait déjà commencé, qui était un peu plus un passe-temps. Mais là, elle a décidé d'y mettre tout son temps. Puis, ben, l'argent qu'elle reçoit à cause de cette loterie-là, ben, ça devient un peu son salaire. Puis ça lui permet de juste faire du bénévolat. Donc, c'est quand même assez admirable. Avec cette série documentaire, tu souhaitais rendre l'humanitaire plus accessible et donner le goût aux gens de s'impliquer. Ouais. C'est certain qu'au fur et à mesure que le secteur s'est professionnalisé, il y a une certaine distance qui s'est installée entre les ONG et puis le grand public. Ouais.
les organismes se sont retrouvés un petit peu pris au piège de leur croissance puis de leur fonctionnement en circuit fermé. Est-ce que le support télévisuel représente pour toi la meilleure façon de démocratiser l'action humanitaire? Non. Par contre, j'ai pu le faire. Puis c'est une bonne façon de le faire. Si c'est la meilleure façon, si ça représente la meilleure façon pour moi, peut-être pas. Si je pense à une autre meilleure façon, non. Je sais pas. Tu sais, je dirais pas que c'est la meilleure façon, mais j'ai pu le faire. Fait que je l'ai fait. Puis, tu sais, effectivement, c'est quelque chose qui est quand même sensible à mettre à la télé. Mm-hmm. C'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Puis je peux comprendre. Moi-même, à certains égards, j'étais pas 100% à l'aise avec tout. Par contre, je suis extrêmement fière que ce soit à la télé, que ça a été télévisé, puis qu'on puisse voir cette série-là, parce que c'est d'un naturel désarmant. Puis, je veux dire, personne n'a jamais vu la caméra. Puis, effectivement, ben s'il y en a jamais, puis si on n'en parle jamais, puis ça reste autant sensible, ben les gens vont pas le voir. Les gens vont pas savoir que oui, c'est possible de faire des missions humanitaires sans que ce soit d'aller mettre une brique sur une école puis s'en aller après. Mm-hmm. Ça peut être un peu plus porteur, puis ça peut être un peu plus près des gens. Puis le seul organisme que j'ai trouvé que j'avais pas envie de faire ça n'importe comment, là. J'avais juste envie de faire ça avec le book. C'est le seul organisme que moi je connais avec qui j'avais envie de partir parce que je trouve que ça me ressemblait. La façon dont il agissait là-bas. En fait, il n'y a aucune limite, là. Tu peux arriver... Moi, j'ai choisi ce que je voulais faire comme projet avec les princes, puis on a toutes fait nos missions. J'ai créé mes missions. J'étais juste... L'organisme me donnait un encadrement, puis Rachel, elle connaissait des gens sur place, mais c'était comme... On savait pas dans quoi on s'embarquait, là. Ça aurait pu être un gros échec. Fait que... La philosophie du book humanitaire est celle de Mère Teresa qui disait « La moindre petite action faite avec beaucoup d'amour change le monde ». Ces petites actions, ça peut être toucher, masser, bercer, crémer, coiffer ou tout simplement sourire. Qu'est-ce que tu réponds aux professionnels qui catégorisent certaines actions comme des nuisances? Là, je pense tout particulièrement à une déclaration de Katina Binette de l'Association québécoise des organismes de coopération internationale. Dans un article du Devoir paru en janvier dernier, elle déclare au sujet des dons matériels qui, selon elle, sont à proscrire, ça entretient le rapport du colonisateur. Qu'est-ce que tu penses de cette déclaration? Je suis quand même d'accord. On en a quand même eu l'expérience, puis c'est ça que je trouve cool aussi dans la série, c'est qu'on montre les bons coups, mais on montre les moins bons coups aussi. Puis effectivement, il y a un des épisodes où est-ce qu'on va dans un bidonville, là, mais vraiment, vraiment pauvre. Puis on amène plein de dons matériels, puis ça s'est super mal passé. C'était pas approprié, puis on le montre, tu sais, puis c'est correct, tu sais. Puis effectivement, c'est bien d'amener des dons matériels qui ont une utilité à long terme. Parce que faut pas juste amener des choses, les laisser là, tu sais, de donner des choses qui vont devenir un outil pour eux, pour poursuivre quelque chose. Ben là, ça devient utile. Mais oui, c'est sûr qu'on a laissé des dons dans le sens que on leur a laissé pour 1 an de serviettes sanitaires aux petites filles, mais jusqu'au prochain groupe qui va passer, ben ils vont en avoir encore pour 1 an, puis ça va rester, puis c'est nécessaire, là. Je veux dire, à un moment donné aussi, faut en laisser un peu. Mais, tu sais, des dons matériels qui, à long terme, vont être super utiles, ben c'est tout le matériel de baseball, par exemple, que eux, ben ils vont pouvoir poursuivre le sport puis continuer leur ligue si elles peuvent, si elles veulent. Mais je suis quand même d'accord là, avec ça, mais il faut pas non plus être trop drastique là-dessus, là, t'sais. Trop rigide. Non, trop rigide, exactement. Je pense que la scène à laquelle tu fais référence, c'est celle donc de la distribution de dons avec Myriam, une des princes qui s'est fait arracher son sac dans un mouvement de foule et qui perd complètement le contrôle d'elle-même. Et dans l'instant qui suit, elle est en pleurs, choquée. Au fond, partir en mission humanitaire, est-ce que c'est pas un peu partir à la découverte de soi-même au milieu du chaos? 100%, je veux dire, ça fait aussi partie de ça. Je vais pas mentir, on a fait ça aussi pour nous, pour vivre une expérience. C'est pas vrai que c'est 100% seulement pour les autres. Je veux dire, non, puis c'est correct aussi de le dire, tu sais.
Puis nous, ben ça nous a transformés comme humains. Puis après ça, ben cette transformation-là, ben ça te pousse, rendu à Montréal, à continuer des changements. Donc, en soi, c'est positif. Puis c'est correct de l'affirmer parce que c'est la vérité. Mais oui, effectivement, tu sais, c'est pour soi-même, mais je pense que ça peut donner aussi des outils aux autres là-bas, j'espère. Mais oui. Comment la population locale a vécu votre présence? Je pense particulièrement aux parents et éventuels frères des petites filles que vous avez prises sous votre aile. Ils nous adoraient. Les familles, ils nous disaient, à la fin, là, la dernière journée, les femmes, dans le fond, toutes les mères puis les sœurs des jeunes filles avec qui on jouait à la balle, se sont réunies. Tu sais, ils n'ont rien, là, ils n'ont pas d'argent, rien. Elles nous ont fait des cadeaux, elles nous ont fait des chouchous pour les cheveux, pour toutes les filles, des bracelets et un repas pour partager avec nous. Puis elles nous attendaient au parc. Puis elles nous ont dit merci, elles nous ont pris les mains, elles nous ont dit merci, merci d'avoir fait ça. Vraiment, ça les a touchés. Ils ont trouvé ça vraiment cool. Puis ben les frères puis les garçons qui pouvaient pas participer, ils étaient quand même là, puis eux, ça leur a fait 2 semaines super cool, là, comme un spectacle là, à regarder. Mais tu sais, c'était pas comme juste, nous, on arrive, on donne, on est comme les colonisatrices, justement. C'était vraiment un partage, tu sais, on arrivait là, on discutait avec les mères. Elle nous montrait des choses aussi, puis juste ça, juste l'image à la fin, elles nous ont fait un repas, tu sais, pour nous montrer, regardez, nous aussi, tu sais, on peut vous donner quelque chose. Puis c'était comme leur façon de dire, ben, on fait un échange, puis c'était super beau. C'est vraiment, tu sais, l'humanitaire, c'est pas juste, j'arrive, je donne, c'est un échange humain, entre humains, tu sais. Fait que... Qu'est-ce que tu penses du phénomène du volontourisme qui consiste à offrir ses services à des populations défavorisées, mais au cours d'un séjour touristique? Ben, c'est quand même, je trouve ça un petit peu malaisant. Je sais pas, tu sais, en même temps, je pense que les gens qui font ça, c'est bien intentionné, tu sais. Les gens qui partent faire ça, c'est vraiment bien intentionné. Puis dans un certain sens, c'est un peu qu'est-ce qu'on a fait, tu sais. C'était pas un voyage touristique, cependant, là, c'était vraiment une mission à 100%. On n'a fait aucun tourisme. Mais, tu sais, on reste des touristes qui font de l'action humanitaire. Je veux dire, ça reste similaire, là. Par contre, il n'y a aucune agence de voyage qui s'est fait de l'argent sur ça, qui se fait un petit peu de l'argent sur ce projet-là. C'est plus là, mon malaise. C'est pas nécessairement pour les gens qui décident de partir, parce que eux, dans le fond, tu sais, c'est leur façon d'aller faire du bien, puis tout ça. Puis peut-être qu'ils connaissent pas des organismes comme le Book humanitaire, qui sont vraiment 100% mission, tu sais. Mais je pense que c'est peut-être les entreprises derrière ça. C'est sûr que leurs seuls intérêts sont financiers, là. Mm-hmm. Parce qu'effectivement, je veux dire, ils peuvent vendre des voyages comme ça super cher. Ils vendent une expérience humanitaire puis ils font de l'argent sur ça au lieu d'encourager les gens à amener des sous pour, tu sais, peut-être acheter un camion de rue, des poubelles, construire une toilette pour les jeunes filles dans une école, des trucs vraiment utiles, tu sais. Fait que c'est là mon malaise. Plus avec les organismes, plus avec les compagnies qui organisent ça que les gens qui en font partie, mettons. Je suis d'accord avec toi. Je pense que les gens qui partent faire du volontourisme sont vraiment pétris de bonnes intentions, mais je pense qu'ils sont pas du tout accompagnés et pas du tout informés, en fait. Ce qui fait que beaucoup de bénévoles sont un peu livrés à eux-mêmes. Vous, dans le cadre des Princes à Calcutta, est-ce que vous avez eu des rencontres préparatoires avec Rachel avant votre départ pour évoquer justement toutes les difficultés auxquelles vous alliez être confrontés? Oui. Premièrement, déjà, moi, j'étais déjà allée en mission quelques mois auparavant. Vraiment comme 4 mois avant. Fait que j'ai pu un petit peu de ma petite connaissance de 2 semaines et demie préparer quand même un petit peu les filles à ce qui se passait. Mais je voulais pas trop les préparer non plus parce que je savais que, peu importe, elles allaient être déstabilisées. Mais oui, on a eu des rencontres avec Rachel. Puis moi, j'ai eu des rencontres avec Rachel aussi parce qu'il y a des choses que moi, je pensais qu'elle allait être super utile puis qu'elle m'a dit tout de suite avant qu'on arrive là-bas, ben non, ça les aide pas réellement ou bof, non, tu sais. Des fois, je voulais comme trop en faire puis, tu sais,
elle a dit « Ah, vas-y, tu sais, avec les trucs plus simples. » Puis effectivement, c'était une bonne idée. Puis toutes les missions qu'on a décidées étaient vraiment, je pense, bien pensées. Mis à part, oui, la distribution massive de dons dans un bidonville, ça c'était pas super. Alors, dans la série, vous êtes traversées chacune par tout un tas d'émotions, exaltation, larmes, doute aussi sur ses capacités d'agir. La charge émotionnelle est très intense, quelle que soit la durée de la mission. Est-ce que cette charge s'évacue rapidement après le retour? Comment s'est passée votre réintégration à la vie normale? C'est vraiment, encore une fois, différent pour tout le monde. Je pense que, règle générale, les 2 premières semaines sont très difficiles quand tu reviens. Juste, tu repenses aux images que tu as vues, tu te demandes ce que tu fais là, de retourner à ton travail. Tu sais, puis on n'est pas des médecins, hein? On n'est pas des professeurs au primaire. On n'est pas genre des gens qui changent concrètement la vie des humains au quotidien, là. Tu sais, on est des filles qui travaillent en communication. Donc, on a souvent des jobs qui sont assez superficiels, je dirais. Fait que c'est sûr que quand tu reviens en poste, ben, tu t'en rends compte encore plus, puis c'est un peu dur d'aller travailler. Mais effectivement, le naturel revient très rapidement au galop. Mais tu sais, il y a des choses qui vont rester pour toujours vraiment positives. Je veux dire, de voir le verre un petit peu plus à moitié plein, pas à moitié vide tout le temps. Ça, c'est vraiment cool, tu sais. Quand il m'arrive des affaires plates, au lieu de péter ma coche, puis de brailler, puis de trouver que je fais donc pitié, là, parce que, mettons, j'ai perdu ma carte de crédit à terre dans la rue, là, tu sais. Avant, là, c'était vraiment... Et je trouvais ça chiant de faire le changement, tout ça. Tu sais, ce genre de petites affaires connes, là, tu sais, je suis comme, ben voyons donc, tu sais. Ça, c'est le fun, tu sais. Je trouve que ça rend vraiment un meilleur humain, là. Puis foncièrement, ça me rend beaucoup plus heureuse depuis que je suis allée là-bas. Ouais, tu relativises ton quotidien. Vraiment, je me trouve vraiment chanceuse. Puis ça me donne encore plus envie d'aider les autres, tu sais, que ce soit ici ou ailleurs. Ben ça me motive encore plus, tu sais. Est-ce que vous avez été préparée au retour par Rachel? Ouais, Rachel nous a préparés au retour. Ben, on en a parlé, là, tu sais, dans le sens qu'elle nous a dit, quand vous revenez, faites aucun changement drastique dans votre vie. Attendez 1 mois avant de faire des changements dans votre vie. Parce qu'il y a du monde qui reviennent, ils laissent leur job, ils laissent leur chum, ils déménagent, ils veulent refaire le monde, ils partent sur une espèce de ballon, puis après ça, ils retombent sur leurs pieds, puis ils sont comme « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? » Puis ce genre de mouvement-là, mais ça aide personne, puis ça aide surtout pas la personne qui le fait. Fait que effectivement, c'est un très bon conseil. Par contre, ça peut amener à des réflexions puis certains changements qui sont positifs puis qui sont nécessaires. Des fois, oui, ça vient ouvrir les yeux. Que ben la vie, c'est précieux, puis qu'est-ce que nous, on a la chance de vivre ici, c'est vraiment précieux, puis il faut en profiter. Alors, pour tous ceux qui s'intéressent au travail humanitaire, je recommande chaudement la lecture d'un recueil de témoignages qui s'intitule « Partir, revenir, mourir un peu », 10 humanitaires racontent, sous la direction de François Audet, directeur de l'Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaire. C'est très intéressant et assez inédit parce qu'on donne rarement la parole à ceux qui dédient leur vie ou une partie de leur vie à l'action humanitaire et à ce qu'ils ont vécu sur le terrain. Donc il y a vraiment un avant et un après, on vient d'en parler. Et dans ce livre, il est question du retour de mission et des différents deuils qu'on est amené à faire au niveau de soi-même ou au niveau de notre relation avec les autres. Toi, Léa, quel a été ton deuil? Mais c'est parce que je veux pas me prétendre non plus comme quelqu'un dont main fait de l'action humanitaire. Je veux dire, je suis partie 2 fois 2 semaines. J'ai vraiment pas comme la même perspective que probablement les gens qui font partie de ce livre-là. Donc, je vais pas me donner cette importance-là. Par contre, de ce que j'ai vécu, des petites expériences que j'ai vécues, je dirais peut-être que mon deuil, c'est de réaliser que je peux pas changer la vie de tout le monde, puis de faire un petit peu le deuil de ce rêve-là, puis que je peux faire mon possible pour tout faire ce que je peux jusqu'à la fin de mes jours pour qu'il y ait de la justice. Mais, tu sais, ça va rester tout le temps. L'injustice puis les inégalités sociales, ça va rester. Mais ça peut s'améliorer. Puis
si, ben, tout le monde continue de se dire ça change rien, ce que tu fais, ça change rien, tu sais, parce que ça, je me le suis fait dire souvent, tu sais, ça change rien, là, ça va changer la vie d'une personne ou deux. Ben oui, ça sera une personne ou deux. Fait que j'ai fait un peu mon deuil sur l'impact de nombre, puis c'est ça. Il y a aussi le deuil des relations qu'on crée sur place, parce que ces petites filles, finalement, c'est assez peu probable que vous les revoyiez un jour. Oui. Ben oui, il y a le deuil des relations sur place. Tu sais, même si c'est juste 2 semaines, c'est tellement intense comme rencontre. Tu sens tellement que pour elles, c'est extrêmement intense aussi, tu sais, parce qu'ils n'ont jamais eu autant d'attention de quelqu'un. Tu sais, pendant 2 semaines, on leur a donné plein d'attention, on les a encouragées, on leur a fait voir des avenirs auxquels elles n'avaient pas rêvé ou dont on leur avait jamais parlé. Puis, je veux dire, on leur a pas non plus appris des choses. C'est des choses qu'elles savent. Tu sais, des fois, on pense, oh mon Dieu, elles peuvent pas rêver. Oui, elles aussi, là, elles sont confrontées à ce qui se passe dans l'Amérique blanche, là. Tu sais, elles voient Justin Bieber, puis tout ça, puis elles rêvent de sortir avec, là. C'est la même chose qu'ici. C'est ça qu'il faut pas oublier, tu sais. Fait que oui, pour elle, tu sais, de nous croiser, ben ça a eu un super gros impact, puis on a développé des liens, puis moi, j'ai vraiment eu de la peine, puis j'y pense encore souvent, puis je pense à leur petit visage, puis je pense juste à nos contacts, puis de pas parler la même langue aussi, ben ça t'amène dans une profondeur relationnelle que tu vis pas vraiment au quotidien, tu sais. Pour l'instant, vous ne savez pas quel impact cette mission va avoir sur le long terme. Toutefois, 1 an plus tard, quel bilan pouvez-vous faire suite à votre passage dans la vie de cette petite fille? Est-ce qu'elle continue toujours à jouer à la balle molle? Oui. Ce qui est chouette, puis une autre raison pourquoi j'ai choisi le book humanitaire, c'est que le book fait entre 4 et 5 missions à Calcutta par année. Donc, notre action pouvait être continuée par les autres groupes qui y vont. Donc, nous, tu sais, on a amené des nouvelles activités, on a amené l'activité baseball, puis Rachel, maintenant, avec ses groupes, ça fait partie des activités qu'ils font. Donc, les petites filles ne sont pas laissées à elles-mêmes, elles ne revoient plus personne. À peu près aux 2 mois, ben il y a un groupe qui est là pendant 2 semaines, puis qui va les voir, puis qui fait les mêmes activités. Puis là, elles ont tout le matériel de baseball. Fait que oui, ça les motive à continuer à jouer. Mais le bilan, tu sais, je dirais que nous, ça nous a apporté énormément. Ça nous a vraiment fait grandir en tant que personne. La série documentaire a motivé énormément de gens à eux aussi s'impliquer, pas juste en mission humanitaire ailleurs, mais ici. Puis de voir que ben c'est possible, c'est accessible. Puis qu'on a envie de repartir, puis ça nous donne envie de faire d'autres projets aussi. Alors justement, est-ce qu'une saison 2 est en préparation? Dans quel pays imagines-tu votre prochaine mission? J'ai pas une saison 2 en préparation. Une possible saison 2, oui, ça se peut, très bien. J'aimerais ça retourner à Calcutta, en fait. J'aimerais ça aller continuer ce qu'on a fait. Suite à mes apprentissages des premières missions, en y retournant, j'aimerais ça qu'on fasse ça un petit peu différemment, dans le sens qu'on prenne contact avec des filles de notre âge pour, elles, leur donner les outils pour se partir un groupe, pas nécessairement comme les princes de sport, mais qui ressemblent, puis qu'elles, leur donner les outils puis un peu le cadre pour qu'elles se créent un mouvement. Donc, ça serait comme une différente mission. Puis bien sûr, on irait voir nos jeunes filles, puis on ferait ça, mais on aurait comme une autre mission aussi. Une mission d'empouvoirment, comme on dit en bon français. Oui, exactement, puis qui pourra rester, tu sais, puis qui va donner vraiment... Tu sais, si un groupe de filles comme ça se réunit, puis qu'on leur donne les outils, puis qu'on reste en contact avec elles, tu sais, elles ont quand même les médias sociaux, on peut parler, on peut s'envoyer des courriels, puis continuer à les aider. Bien, elles vont pouvoir aider d'autres jeunes filles, puis je pense que là, ça va devenir vraiment utile, tu sais. Je vais revenir un petit peu en arrière, parce que on n'en a pas vraiment parlé, sur le caractère des missions que vous avez effectuées sur place. Il y avait évidemment l'apprentissage de la balle molle. Ouais. Il y avait aussi des cliniques de rue, ouais. Distribution donc de dons, distribution aussi d'un petit tract sur les menstruations. Ouais. Qui a été fait par une des membres des Princes. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la nature des missions? Oui. Ben dans le fond, on avait la mission baseball. La mission menstruation, c'était
mon autre mission chouchou, dans le sens que je sais que les jeunes filles là-bas, ben les menstruations, c'est tabou. Elles vont pas à l'école quand elles sont menstruées, elles font rien, en fait. Elles ont aucune protection aussi, donc c'est sûr que tu sors pas vraiment de chez toi. Il n'y a pas de service sanitaire, elles n'ont pas l'argent pour ça. Donc, ça devient vraiment handicapant, là. Fait que j'avais vraiment envie que, du moins, nos petites filles avec qui on passait 2 semaines, ben on leur en parle, puis qu'on on leur fournisse des serviettes sanitaires pour qu'elles soient correctes pendant un bout de temps jusqu'à temps que l'autre groupe y aille. Puis, ben la BD, c'était une façon, tu sais, d'être respectueuse aussi par rapport à leurs tabous à elles, qui sont pas vraiment tabous pour nous. Mais la BD, ben ça leur permettait juste de leur donner un petit visuel un peu ludique qui leur expliquait comment mettre une serviette sanitaire sans qu'on ait à rentrer dans les détails. Puis il y en a que leur mère était là, fait que ça les gênait. Donc, elles étaient vraiment contentes de recevoir ça. Puis il y a des filles qui sont venues nous poser des petites questions plus en privé. Puis c'était vraiment cute. Puis on avait la mission beauté aussi. Ça peut paraître super superficiel, mais en même temps, les femmes en Inde, elles sont hyper coquettes, la plupart, je généralise, là, mais les femmes, en général, sont très, très coquettes, tu sais, les Indiennes sont très belles, là, elles ont des cheveux incroyables, elles se maquillent, même si elles sont dans la rue, elles sont des bijoux, elles sont toujours bien mises. Je veux dire, c'était vraiment mieux arrangé que nous. Puis je sais que c'est des choses qu'ils aiment, comme toutes les femmes. Tu sais, c'est pas parce que t'as pas de moyens financiers que t'aimes pas les mêmes choses que les autres. Je veux dire, moi, j'aime ça, les crèmes. J'aime ça me faire des petits soins. Elle aussi. Puis je trouvais ça le fun puis simple de juste leur offrir ça. Oui, de leur offrir des petits produits, mais de leur faire des soins. Puis je trouvais que c'était une belle façon de réellement échanger avec elles, tu sais, que on leur donne quelque chose sans donner juste quelque chose de matériel. On leur faisait vivre une petite expérience. Comme moi, j'aime ça des fois aller faire mes ongles puis me faire une manucure. Elles avaient envie, tu sais, c'était quelque chose qui était cool pour elles aussi de vivre ça. Puis c'était le fun à donner, vraiment, puisque ça permet d'avoir un réel moment, de se toucher, de vivre quelque chose, tu sais, avec des femmes de notre âge, ou plus vieilles, tu sais, mais ça nous permettait d'entrer en contact avec elles. Donc, on a fait des coiffures, on faisait... Puis, tu sais, elles sont pas des fois habituées de se faire des soins comme ça. Ben pas du tout, en fait. Elles se font jamais prendre soin d'elles par quelqu'un d'autre. Donc, tu sais, il y en a qui fermaient les yeux, là, juste comme on leur faisait un massage de tête, une coiffure, des manucures, des petits massages de mains, des petits massages, juste ça, tu sais, ça... Oui, je veux dire, à long terme, ça change vraiment pas leur vie, mais sur le moment, ça leur a fait du bien, puis c'est bien correct aussi. Fait que ça, c'était une mission assez importante. Puis il y avait la mission scolaire aussi. On a amené beaucoup, beaucoup de matériel scolaire à distribuer dans les écoles. Ça, c'est toujours utile, on s'entend. Puis des dons matériels. On a fait un magasin à la Cité de la Joie. Les gens venaient chercher des produits d'hygiène puis des vêtements. Donc oui, encore une fois, ça reste pas dans le grand changement de vie, mais tu sais, d'avoir des pantalons propres pour un mois, c'est le fun. Puis d'avoir de la pâte à dents puis du savon, c'est le fun aussi. Fait que c'est très simple. C'était vraiment ça. Quel accueil a reçu la série documentaire? Très bon. Un très bon accueil. Mieux que je m'attendais. Je m'attendais un petit peu à ce qu'il y ait des critiques vraiment plus mitigées, là. Mais non, je pense qu'en fait, la série est vraiment bien amenée. C'est un sujet délicat. Je pense que les seules personnes qui ont jugé la série, ils l'ont pas regardée. Mais quand tu regardes la série, je pense que c'est assez dur de juger. Tu sais, oui, ça peut être confrontant, ça peut être malaisant à certains moments. Moi, ça m'en faisait vivre parce que c'est malaisant de voir ça. Mm-hmm. Point. C'est malaisant d'être confronté à ça quand tu fais rien. Je pense que c'est vraiment là que se situe le malaise. Donc oui, j'ai eu vraiment des bons commentaires, non seulement pour notre action humanitaire, mais aussi pour le côté ultra authentique des filles, de voir plein de filles différentes, se poser des questions aussi sur l'utilité de faire ça, tu sais, d'être ultra transparent. Je veux dire, il n'y a pas un épisode où est-ce qu'on prétend changer le monde. On n'a jamais prétendu ça dans la série. C'est amené très candidement. Puis... Avec beaucoup d'humilité, oui. Ouais,
c'était vraiment une aventure aussi, là. Tu sais, c'est pas juste une mission humanitaire, c'est une aventure. On a essayé quelque chose, puis c'était cool. C'est ça. C'est la méthode agile de l'humanitaire. Voilà, exactement. Alors, on va terminer par 3 questions de clôture. Ouais. Quelle est ta plus grande épiphanie depuis la création des Princes? Ma plus grande épiphanie depuis la création des Princes, je vis des épiphanies à chaque saison quand je suis sur le terrain, puis je regarde, puis là, il fait chaud, puis là, je sens que c'est l'été, puis là, je regarde la gang de filles. Il y a des moments où je ferme les yeux sur le terrain, puis je suis comme tellement bien. Des moments de bonheur ultime comme on vit pas souvent dans notre vie, là. Fait que ça, c'est pas mal des épiphanies que j'ai souvent. Peut-être mon épiphanie, quand je regarde les Princes, c'est de voir comment c'est devenu un vrai mouvement solide avec autant de filles. Mais tu sais, je vais pas me mentir, je veux dire, tout ça, c'est positif, mais c'est difficile aussi. Des fois, il y a de la rivalité, des fois, entre des filles. Il y a eu des accrochages, il y a des choses, tu sais, mais comme une famille, on passe par-dessus, puis il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment un mouvement d'entraide, puis ça, c'est rendu solide. Fait que je dirais que c'est pas mal mon épiphanie. Deuxième question, quel avenir souhaites-tu aux Princes? Je souhaite aux Princes de s'adapter au projet, tu sais, à comment le projet évolue. Chaque année, moi, j'essaie de changer plein de choses. Je change les équipes, je change plein de choses parce que j'ai pas envie qu'on s'assoie sur un projet. J'ai envie que le projet continue à vivre naturellement selon qui ressemblent aux filles qui en font partie, qui ressemblent à où est-ce que moi, je suis rendue aussi. Parce que veux pas, c'est moi qui s'implique le plus dans le projet. C'est mon projet, c'est mon bébé, puis je donne quand même le ton, même si je délègue beaucoup plus qu'avant, là, vu que c'est rendu très gros et je travaille aussi dans la vie. J'ai le goût que ça évolue assez naturellement. J'ai jamais poussé pour qu'il y ait des projets qui se développent. Les opportunités sont venues, je les ai prises. J'en ai vu que j'ai un petit peu plus poussé, mais j'ai envie que ça continue à être organique puis le fun. OK. Dernière question. Le sociologue Edgar Morin a déclaré un jour « Notre identité humaine est une chose qui n'est nulle part enseignée, sur laquelle nous sommes livrés à l'aveuglement le plus total. Nous ne savons pas ce que c'est que l'être humain, en dépit des innombrables connaissances qui se sont multipliées. » Alors, à la lumière de ton expérience, quels enseignements as-tu tirés sur l'être humain? Que je pense que les êtres humains sont bons, puis sont foncièrement généreux. Par contre, à travers mon projet des Princes, j'ai réalisé que ceux qui passent à l'action sont assez rares. Puis c'est correct aussi, c'est ce qui fait qu'il y a des leaders dans la vie, puis qu'il y a des gens qui vont aider puis qui vont juste donner leur cœur, puis c'est bien correct. Mais on dirait qu'avant de commencer ce projet-là, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup plus de monde qui passait de l'idée à l'action. Parce que c'est normal, je veux dire, on a toujours été... nous, dans le mode de vie qu'on connaît québécois et... Occidental, point, là. On est tout le temps encadré. Depuis qu'on est petit, on fait partie un peu d'un groupe, puis on suit, puis on est encadré, puis... Donc, c'est sûr que de passer à l'action, des fois, ça paraît un peu impossible, puis vraiment beaucoup de travail pour beaucoup de monde. Fait que, tu sais, je me suis rendu compte que souvent, beaucoup de monde qui lancent des idées, qui ont plein d'idées pour changer le monde, mais les gens qui vont le faire sont assez rares. Merci beaucoup, Léa. Pour ceux qui nous écoutent, la série documentaire des Princes à Calcutta est disponible actuellement sur Ici Tout TV. Jusqu'à quand? Indéfiniment pour l'instant. Indéfiniment. Parfait. Est-ce que tu voudrais nous communiquer une autre actualité? Quand est-ce que le recrutement va se faire pour la prochaine saison? Le recrutement se fait tout le temps au printemps, donc en mars. On a reçu déjà, à cause de la série, on a reçu 612 inscriptions pour 2020 déjà, mais on va quand même les annoncer. Par contre, ça va se faire probablement en inscription éclair cette année. Donc, on va laisser un 24 heures pour les inscriptions parce que je veux pas non plus donner des faux espoirs. C'est pas qu'on veut être un club élitiste. C'est juste qu'on n'a pas et sélectif plutôt. C'est juste qu'on n'a pas de place. Il n'y a pas beaucoup de place, puis on peut pas faire d'autres équipes parce qu'on a déjà atteint le nombre maximal d'équipes dans une ligue qu'on a le droit à Montréal, selon les règlements de la ville. Donc, qui est le nombre maximal qui est? De 6 équipes. 6 équipes. Ouais.
Pour nous, c'est ça, tu sais, ça va toujours avec l'ancienneté aussi. Mais nous, on a atteint notre nombre maximal, fait que ça va être pas mal au printemps. Puis ensuite, on va avoir probablement une autre mission humanitaire à l'automne 2020. C'est en discussion, donc à suivre. Si ça va être à la télé, je sais pas. À voir. À suivre sur la page Facebook des Princes. Oui. Et le compte Instagram. Oui, qui est Prince Montréal. Merci beaucoup, Léa. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté Philanthropio. Vous avez aimé l'émission? Dites-le moi avec 5 étoiles et des commentaires sur l'application Apple Podcast. Vous pouvez retrouver également tous les épisodes sur philanthropio.com. Si vous souhaitez réagir, écrivez-moi à charlène@philanthropio.com. À bientôt pour dérouler le fil de nouveaux récits.